Boo. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Merci à vous toutes et tous de nous rejoindre ce soir pour cette 6e édition d'Au pire ça marche, l'émission de l'Institut des futurs souhaitables avec ce soir Michel Maffezoli, qu'on est ravi de prendre le temps d'être avec Michel Maffezoli. C'est un vrai bonheur pour nous et j'espère que ce le sera pour tous ceux qui sont ici in situ et tous ceux sur le web, en France et y compris au Liban. Vous le savez, l'Institut des futurs souhaitables, nous sommes des passeurs-connecteurs entre réinventeurs de monde. Nous avons une intuition qui est, face au tumulte du temps qui nous entoure, ce n'est pas une tempête qui passe, mais bien un changement de civilisation qui s'installe. Et notre mission, c'est de donner à voir cette métamorphose en cours. Au pire, ça marche, c'est une réflexion sur notre société en mutation, des idées pour demain, des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Car c'est quoi le risque au fond dans cette zone de métamorphose majeure? Au pire, ça marche. Le concept, une personnalité inspirante, un sujet, la métamorphose du monde, des vidéos qui donnent à réfléchir, 4 questions d'inspiration à la fin, plus un bonus cette fois-ci que l'on va initier, un bonus uchronique. Je vous en dirai un peu plus à la fin de cette aventure, puis un échange ouvert avec la salle et avec Michel. Michel, tu es l'auteur, et nous avons l'honneur, d'avoir fait énormément d'ouvrages sur des sujets aussi divers que les communautés et les tribus, avec le temps des tribus qui est ton œuvre, si ce n'est majeure en tout cas, qui nous a beaucoup marqué. En 92, tu reçois le prix des sciences humaines de l'Académie française pour ton livre « La transfiguration du politique ». Et en 2008, tu es nommé membre de l'Institut universitaire de France, où tu travailles entre autres sur le postmodernisme, l'espace, le nomadisme. Tu interroges le rapport de nos sociétés à la temporalité, à la place du culte du corps, la mise en scène spectaculaire du politique, l'exacerbation du sensible dans les médias, ou encore l'importance de l'imaginaire pour réenchanter le monde, de bon augure pour nous ce soir. Tu es un témoin privilégié de cette métamorphose du monde, et tu aimes jouer avec les mots, autant en nous rappelant leur sens étymologique qu'en nous rappelant la subtilité poétique dont ils sont porteurs. Et moi, il y a un mot qui me plaît, c'est le mot crise, qu'on a banni de notre vocabulaire à l'Institut pour le remplacer par le mot métamorphose. Mais toi, tu mets le mot crise à côté du mot crible. Tout ça pour nous dire que ça permet de trier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, je peux essayer. Oui, moi, le mot crise me fatigue énormément. Je veux dire, c'est quand on ne sait pas trop que dire, on dit c'est la crise, et la plupart du temps d'ailleurs, ce qui suit, c'est la crise économique. Tout fout le camp. Moi, mon hypothèse, c'est de dire que cette idée de la métamorphose me convient tout à fait. Il y a de l'impermanence et de la continuité. Et du coup, ça veut dire qu'il faut un peu se purger. J'y reviendrai souvent là-dessus, se purger en quelque sorte de nos évidences théoriques pour voir ce qui crève les yeux, c'est-à-dire ce qui est évident. Alors, le mot de crise, quand j'ai essayé de réfléchir sur ce mot, enfin en tout cas, puisqu'il était utilisé, voir qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a 2 sens, un mot savant en grec, krisis, qui veut dire le jugement de ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser. Voilà, ça c'est le sens savant, jugement. Et il en est un autre non moins intéressant, tu viens de le rappeler, c'est le crible, un instrument oratoire qui fait qu'on va rejeter ce qui mérite de l'être et garder ce que l'on doit garder. En ce sens, la crise est une autre manière de dire la métamorphose ou de dire cette impermanence et la continuité. Rappelle tout simplement que, moi c'est un de mes dadas, la fin de monde n'est pas la fin du monde. Et que quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, 2000 ans de temps d'observation, ben on voit comme ça que chaque 3 siècles et demi, un cycle s'achève. Toujours avec crainte et tremblement, bien évidemment. Et en même temps, c'est le signe qu'il y a que la vie continue. Voilà en quel sens, moi, j'emploie cette métaphore du crible.
Puis-je encore le dire d'une manière un peu plus savante? Avec grand plaisir. Je rappelle toujours, avec délice d'ailleurs, je suis un Méditerranéen, que ce qui naît sur le pourtour de la Méditerranée, la première phrase qui fut écrite sur la pierre, première phrase, c'est une phrase, une expression d'Anaximandre de Milet, un des grands philosophes de l'époque, et c'est en grec Genesis kai phtora, phtora kai Genesis, c'est-à-dire Genesis, genèse et déclin, déclin et genèse. Et dans le fond, c'est une des grandes banalités qu'on va par après retrouver dans la sagesse populaire. Mais c'est intéressant de voir que, tu vois, il y a quand quelque chose tombe, à ce moment-là, tu as toujours l'émergence d'autre chose. Voilà ce qu'est la crise, voilà ce qu'est la mutation, voilà ce qu'est la métamorphose. Les signaux faibles dont on utilise l'expression « c'est fait porteur d'avenir en prospective » qui te montrent à toi qu'on est dans une zone majeure de métamorphose, tu les as repérés depuis 40 ans. Est-ce qu'ils sont de plus en plus prégnants selon toi? Est-ce qu'on en prend de plus en plus conscience? Est-ce que ça reste encore des signaux faibles? Bien, c'est ce qu'en effet, tu as employé le mot, je vais le dire et le redire. C'est ce qu'il convient d'appeler la postmodernité, dans le sens simple du terme. Un autre cycle commence qui n'est plus, qui va succéder à ce qu'il est convenu d'appeler la modernité. La modernité commence, disons, au XVIIe siècle avec la grande tradition cartésienne, se fortifie avec la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, devient institutionnel avec le XIXe siècle, les institutions. Un des grands philosophes, moi qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, Michel Foucault, a rappelé comment se sont élaborées ces institutions au XIXe siècle, qui est le grand siècle moderne. Famille, prison, santé, éducation, ce sont ces institutions qui s'élaborent sur la base de ce que je viens de dire, philosophie des Lumières et le cartésianisme du XVIIe siècle. Ça fonctionne tant bien que mal jusqu'aux années 50 du XXe. Et à partir de là, une lente dégradation, une lente dégringolade de ces grandes valeurs modernes. Raison, travail, futur. Et donc, si les années 50, on pourra en reparler si ça t'amuse. Et puis, on voit bien les révoltes juvéniles, 64 Berkeley, 68 en Europe, qui montrent bien, en quelque sorte, qu'on n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner, qu'il y a d'autres valeurs qui sont en gestation. Alors, appelons ça, si tu veux, des signaux faibles. En tout cas, moi, je dis des indices. Index. Ça montre ce qui est en train de tomber et ce qui est en train de naître. Et à partir de l'an 2000, on ne peut plus faire l'économie à la fois de cette décadence et d'un regain de quelque chose. Alors non, moi, ce ne sont plus des signaux faibles. Maintenant, c'est une réalité qui est là, qui est on ne peut plus présente, avec le problème quand même qui est réel, que dans ces moments de mutation, il y a un décalage entre l'officiel et l'officieux, en termes un tout petit peu plus sociologiques, je dirais, entre l'institué et l'instituant, ce qui est établi et ce qui pousse. Et donc nous sommes dans un de ces moments où, dans le fond, la société officieuse, pour moi celle des jeunes générations, ne se reconnaît plus du tout dans ce que sont les grandes valeurs modernes, celles de l'intelligentsia politique, journalistique, universitaire, qui est totalement déphasée, gauche et droite confondues. Voilà, donc là est le vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage, et d'ailleurs, peut-être en parlerons-nous un peu plus tard, c'est quand il y a ce décalage que peuvent naître les discours de haine, de xénophobie et de racisme. Les formes paroxystiques, en quelque sorte, en termes de politique, ou même d'ailleurs en termes philosophiques, viennent du fait que l'intelligentsia ne sait plus dire ce qui est vécu. Voilà. Mais en même temps, je ne dirais pas que ce sont des signaux faibles. Maintenant, ce sont des évidences, c'est-à-dire, c'est plus le travail qui prévaut. Pour moi, c'est la création, sous ses diverses formes. Ce n'est plus la foi en l'avenir, mais bien ce présentéisme. Ce n'est plus le jeu enfermé dans la forteresse de son esprit, c'est-à-dire l'individualisme, mais au contraire le nous. Un des grands philosophes aussi du siècle dernier, Heidegger, disait « Nous passons de l'ère du jeu à l'ère du nous ». Et moi, je pense que c'est là une réalité, quelque chose que l'on va observer de diverses manières. Et il se trouve que tous ces indices, gardons le mot signaux si tu veux, que tous ces indices trouvent l'aide du développement technologique.
C'est-à-dire c'est sur les réseaux sociaux que cela est en train de prendre une force indéniable qui de plus en plus, montre qu'il y a ce fossé entre l'officiel et l'officieux. Est-ce que tu penses que ce décalage, il est seulement générationnel ou est-ce que c'est un état d'esprit? Non, bien sûr, j'ai dirigé pendant une trentaine d'années un centre à la Sorbonne qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, qui existe encore d'ailleurs, même si je suis à la retraite et n'en suis plus le vrai directeur. Comme ça, les chercheurs mènent leur vie d'une certaine manière. Et notre travail, c'était essentiellement, globalement, sur les pratiques dites juvéniles. Pourquoi? Parce qu'il me paraissait intéressant de voir ce qui est porteur déjà de la société de maintenant et à coup sûr de la société à venir. Voilà. Donc c'est en ce sens que je dis souvent les jeunes générations vont être porteurs de ces nouvelles valeurs et même des créateurs de ces nouvelles valeurs. En même temps, ce n'est pas simplement un problème générationnel. Durkheim montre qu'il y a, suivant les cycles, les époques, une figure qu'il appelle emblématique, un totem autour duquel on s'agrège, qui fait qu'on se reconnaît dans ce totem. Et la figure emblématique du XIXe siècle, c'était la figure de l'adulte sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. Et du coup, c'était une figure emblématique, c'est-à-dire que le jeune homme qui rentrait dans la vie ne pouvait que copier ce qu'étaient les formes extérieures traduisant l'adhésion aux valeurs de cette figure emblématique. Quand on regarde, par exemple, les peintures dans les musées, moi, ça me frappe toujours de voir comment c'est la peinture un peu comme moi, tu vois, le gros bourgeois avec un gros ventre, le costume 2-3 pièces, ça, c'est la figure emblématique. Et le jeune adolescent qui va rentrer dans la carrière est obligé de porter ce costume 3 pièces ou 2 pièces, mais le problème, c'est que l'adolescent est flanqué, ne rentre pas là-dedans. Enfin, je veux dire, il est un peu perdu dans ce costume. Mais c'est une figure emblématique, elle est contaminatrice. Bien. Mon hypothèse, moi, depuis que j'écris, en effet, mes 3 grands livres, c'est L'ombre de Dionysos, une sociologie de l'orgie, c'est Le temps des tribus, le retour des tribus, et c'est le nomadisme. Voilà, les 3 grandes caractéristiques pour moi de cette postmodernité. Dans ce qui est en jeu là-dedans, c'est que la figure emblématique, c'est l'enfant éternel. C'est plus l'adulte que j'ai dit il y a un instant. Et donc, du coup, tout le monde veut parler jeune, s'habiller jeune, porter jeune. Actuellement, ce n'est plus le costume 3 pièces, c'est le jean. Et le gros bourgeois essaie de rentrer dans le jean, par exemple, même si son ventre, justement, n'est pas fait pour rentrer dans ce qui est une structure différente. Tu vois, voilà, c'est ça une figure emblématique. C'est-à-dire, ça dépasse les générations, c'est quelque chose, dans le fond, qui est transversal. Oui, moi, je crois que c'est l'enfant éternel qui prévaut, avec toute la dimension de l'aspect ludique, l'aspect festif, la dimension onirique. Voilà les grandes caractéristiques. Voilà des valeurs qui sont en gestation et qui fait que tout un chacun est contaminé par la force des choses. C'est l'air du temps, c'est ça l'imaginaire. C'est une atmosphère mentale, c'est un climat. Voilà le changement climatique qui est en jeu. Est-ce que tu penses que les historiens du futur pourront marquer d'une date symbolique l'avènement de cette métamorphose ou le début de cette métamorphose? Tu parlais des années 50. Est-ce que c'est la chute de Lehman Brothers? Est-ce que ce sera quoi, le mur de Berlin du futur là? Les historiens du futur pourront saisir avec justesse quand ça s'est passé s'ils ont su me lire, déjà. Donc, de ce point de vue, je donne quelques indices en la matière qui sont irréfragables. 50. Pourquoi? À cette date, 2 grandes créations. Le design et l'architecture postmoderniste. Alors commençons par l'architecture postmoderniste. C'est un architecte italo-américain qui s'appelle Roberto Venturi, qui écrit un livre qui est un manifeste de l'ambiguïté en architecture. Et dans ce livre, de l'ambiguïté, il prend le contre-pied de ce qu'est dans le fond ce qu'on appelle l'architecture moderne, celle du Bauhaus en Allemagne, dont en France serait le Corbusier le paradigme et l'obscénité de nos HLM, c'est-à-dire une esthétique fonctionnelle à angle droit. On évacue toutes les disparités, toute autre forme d'esthétique. Ça, c'est l'architecture moderne. Quand Venturi pense le postmodernisme, 1950, il prend
si on reprend ces expressions, des citations diverses, c'est-à-dire une porte romane, une fenêtre gothique, un linteau baroque, peu importe, patchwork, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va, moi l'image que je donne, c'est une forme de mosaïque architecturale, premièrement. Deuxièmement, ces citations, il va les prendre dans des villes différentes italiennes, puisque c'est pour la communauté italo-américaine. Venise, Rome, Padoue, Florence, etc. Et dans le fond, c'est ça le postmodernisme architectural, c'est-à-dire à la fois les racines, je reviendrai souvent sur cette idée-là, hein, et en même temps, ces racines qui donnent une force, hein, ce que j'appelle, moi, l'enracinement dynamique. Voilà. Donc voilà, pour moi, pourquoi c'est 50 ? Parce que là, il y a une vraie révolution qui s'opère. Hein. On ne va plus se contenter, encore une fois, de la fonctionnalité, d'un truc qui va évacuer l'esthétique sous ses diverses modulations, mais qui, au contraire, va esthétiser nos villes, hein, au travers de cette architecture telle que je viens de le dire. À ce moment, deuxième exemple, c'est le design. Le design, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, ma formule, hein, et je l'explique, on va rendre belle la casserole. C'est-à-dire qu'on va garder l'objet familier, quotidien, frigo, casserole, objets divers. Hein. Moi, en venant ici, je m'amusais à regarder justement les devantures sur le boulevard Sébastopol. On voit comment à la fois ces objets de la vie quotidienne gardent leur fonctionnalité, mais en plus on les habille, on les pare, on les esthétise. Quelque chose qui fait que cet objet, si je le dis en termes un peu plus soutenus, est un mésocosme. Quelque chose qui est milieu entre le microcosme individuel et le macrocosme global. Ce qui était, dans le fond, les objets dans les sociétés pré-modernes. Il y avait un côté sacré aux objets. On les respectait, on ne les cassait pas. On avait quelque chose qui faisait qu'en effet, ils établissaient cette relation avec quelque chose de beaucoup plus vaste qui était le cosmos. Eh bien, pour moi, le design, c'est un peu cela. C'est-à-dire, les objets restent fonctionnels, je me fais bien comprendre. Hein, ils gardent leur fonctionnalité, mais en plus, on va les habiller, on va les parer. Voilà pourquoi je dis c'est les années 50. Et cela va s'exprimer par après, j'ai dit, dans les années 60, avec ces révoltes juvéniles qui ne font que traduire au niveau de la vie quotidienne cette idée nietzschéenne, faire de sa vie une œuvre d'art. Et qui est en quelque sorte le pendant, j'allais dire presque politique, de ce qu'était ce souci esthétique du design et du postmodernisme. Je propose une petite vidéo qui va nous durer 2 minutes sur ce militantisme positif qui est à l'œuvre en ce moment. Vous êtes un super photographe, monsieur. C'est cadeau. Vous êtes super. Bah ouais, mais j'en doute pas, je suis certain que vous êtes super. Merci. Bien sûr que c'est pour vous. Vous êtes super. Merci. Bien sûr que c'est gratuit. Vous êtes super. Ça va tweeter, ça va instagrammer. Bonne journée, vous êtes super. Bon bah voilà, on l'est tous. Vous avez raison, je suis d'accord. Ça va ? J'aime beaucoup ton bonnet en tout cas. C'est gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup, salut. J'adore ta casquette. Elle est magnifique. Elle est belle ta trottinette. J'adore votre écharpe. Merci. Bien joué. Tu peux pas en refaire une? Allez! Bien joué ça. Bah je savais. Bah c'est vous qui êtes super les gars. Salut. C'est moi, c'est vous qui t'en compliment. Bah c'est les deux. On s'échange des compliments, on se dit des choses gentilles. Vous êtes super mademoiselle. Merci. Vous êtes très élégant monsieur. Je fais des compliments gratuits à ceux qui passent. Bah merci. Merci. Vous êtes super. Merci beaucoup. Ça c'est une photo parfaite. Hein. Pas mal. Non, c'est gentil, mais vous l'êtes encore plus. Vous êtes super monsieur. Oui. Vous êtes super. La démarche super. Merci beaucoup. Une écharpe et une doudoune parfaite toi aussi. Vous êtes super mademoiselle. Oh merci, moi je trouve votre chapeau très élégant. Merci beaucoup. J'adore votre style. Merci.
êtes super, votre chapeau est sublime. Merci. Ouais, faut propager le message sur les réseaux sociaux. Ah, je vois la vie en rose. Vous êtes superbe, madame. Aimez-vous, bordel de merde. Au revoir. Salut. Super bonnet, super chapeau. Vous êtes super. Oh, c'est vous qui êtes superbe. Retenez ça. Non, c'est vous. C'est extra. Moi, je fais le pouce et vous faites le sourire. Merci. Vous êtes super. Ouais, on est super. Je fais des câlins à la dame et je fais ça à la bouche. Ah bah, câlin à trois. Eh oui, c'est tellement rare. Ça aussi, c'est dans la coupe. C'est Merci beaucoup, en tout cas, c'est un très bon moment partagé. Merci. Mais bonne journée, monsieur. Gardez votre sourire. Au revoir. C'est vous tous. Merci. C'est bien rare de nos jours, mais faut rester. Mais vous avez tout à fait. C'est la démarche. Gardez votre sourire. C'est vous qui êtes génial. Vous êtes super. Merci beaucoup. Vous pouvez garder votre sourire. Merci. Un peu d'amour. Yes. Merci. Michel, tu es super. Je vais te le dire depuis longtemps et là, j'en ai vraiment l'occasion. Vous êtes super aussi autour. Michel, ça, c'est un petit acte de résistance créative, opérative et opérationnelle face à la sinistrose qui nous gangrène un petit peu ce cerveau reptilien en mode survie, là. La sinistrose que je te sais avoir en ligne de mire. Oui, en ligne de mire, moi je ne suis pas un militant, hein. Tu sais, je suis un rêveur de la vie sociale et j'ai jamais été militant pour quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai essayé d'écrire des choses qui soient les moins fausses possibles pour décrire ce qui est. Et dans cela, il y a cette belle vidéo qu'on vient de voir. Moi, ça me fascine, ce genre de choses, hein. C'est-à-dire que, de fait, la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà, encore une fois, une expression de la sagesse populaire, moi, qui m'a beaucoup marqué. Quand j'ai commencé mes recherches dans les années 70, j'étais à Grenoble, j'avais avec moi l'apparat marxo, machin chose, qui était dominant, c'est-à-dire on cherchait de l'aliénation, de l'exploitation un peu partout. Et au niveau de la vie quotidienne, c'est là qu'il y a eu ma mutation à moi, ma métamorphose. Je me suis rendu compte que quoi qu'il y ait de l'imposition économique, ça pesait. Quoi qu'il y ait des impositions idéologiques de divers ordres, ça vivait. Un peu à la manière galiléenne, hein, et pour si mauvais, et pourtant elle tourne, bien je dirais, et pourtant sa vie. Donc, et c'est ce et pourtant sa vie, moi, qui me paraît intéressant. Alors en même temps, tu dis sinistrose. Là encore, c'est l'éternel problème dans les périodes de mutation. Les élites ne sont plus en phase. Pareto, un des grands économistes, sociologues, peu connu en France, rappelait qu'il y avait à un moment donné la circulation des élites. Parce que ce qui était censé dire ce que l'on vit, eh bien, ça ne fonctionnait plus. Notre logiciel était déphasé. Et de fait, ce qui est ce logiciel des élites contemporaines, j'insiste, hein, droite et gauche confondues pour moi. Là-dessus, on va le voir d'une manière transversale. Eh bien, c'est quelque chose qui toujours dit non au monde. L'esprit qui toujours dit non. Hein, dans le Faust de Goethe, on a une très belle phrase que je traduis maladroitement de l'allemand, mais disant cela, c'est l'esprit qui toujours dit non. Et dans le fond, on a été contaminé par cette conception de dire toujours non à ce qui est. Il y a eu un philosophe qui a fait exception à cela au 19e. Il en est mort fou, le pauvre. C'est Nietzsche, hein, qui disait il faut avoir une attitude affirmative, dire oui à la vie. Moi, j'ai traduit cela et je l'ai dit à mes étudiants, dire oui tout de même à l'existence. Voilà. Et donc, globalement, ce qui est en jeu, je vais prendre 3 exemples de ce non. Tu as dit ce mot, cette expression que j'emploie souvent, ce cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien moderne est toujours un cerveau reptilien négateur. Et dans le fond, on a sa racine chez Saint-Augustin. Mundus est immundus. Le monde est immonde. Il ne pensait pas au journal du soir, là il aurait eu raison, mais disons qu'il parlait de ce qu'était le mundus à l'époque, c'est-à-dire le trou aux ordures,
où on mettait les ordures, c'est ça le mundus. Et d'ailleurs, accessoirement, les filles qu'on ne voulait pas garder, puisqu'on préférait avoir des garçons. Donc, à partir de là, on va considérer que le monde est immonde. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie vie un peu plus tard, c'est la cité de Dieu. Et donc, dans le fond, ce qu'on ne sait pas peut-être, mais notre inconscient, c'est qu'on a toujours cette recherche d'un peu plus tard, après coup, demain. Et par après, ça va être le marxisme. Dans le fond, même chose, la société parfaite, cette réflexion sur l'aliénation sous ses diverses modulations. Et donc, ce n'est que, Marx d'ailleurs, dans la question juive, a une petite formule qui dit « La politique, c'est la forme profane de la religion ». Ce que la religion a voulu faire là-bas, le paradis céleste, nous voulons le faire, c'est le paradis terrestre, mais un peu plus tard, pas pour nous, pour nos petits-enfants, nos petits-neveux, etc. Pareil. Et Freud, une grande dame de la pensée, qui est Hannah Arendt, rappelle une de ses conversations avec Freud, et Freud lui dit « L'intellectuel, c'est le chevalier de la haine ». Et dans le fond, cette expression traduit bien tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on en soit ou pas conscient, parce que la plupart du temps, les intellectuels sont incultes, mais ils le sachent ou qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ils font référence au mundus estimundus augustinien, à la société parfaite à venir marxienne et à ce chevalier de la haine freudien. Voilà pourquoi, si tu veux, globalement, il y a quelque chose qui fait que ceux qui sont censés dire et faire, c'est ça, l'intelligentsia, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, journalistes, universitaires, hommes politiques, restent sur ce non à l'Église. Alors que de facto, il y a un oui. J'ai bien dit, oui tout de même. Il faut faire avec tout ce qu'on veut, etc. Voilà en quel sens, moi, dans cette petite vidéo, en effet, traduit. Vous êtes super, moi, ce n'est pas le langage que j'aurais employé, mais ce qui est derrière me convient tout à fait. Michel, j'aimerais qu'on revienne sur le mot de purger, qui est important dans ta pensée, dans le message que tu veux transmettre. Tu es bien conscient que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. On le partage aussi à l'Institut. Quelles sont les valeurs qui, arrivées à saturation, les valeurs dont il faudrait se débarrasser, et celles que tu appelles de tes voeux pour un monde souhaitable ou que tu vois émerger pour un monde un peu différent? Je t'ai dit que moi, je n'appelle rien de mes voeux. Je ne suis pas un militant, je suis éventuellement un voyeur. ou au mieux, le mot qui m'a souvent caractérisé, et d'ailleurs on me l'a dit pour me critiquer très souvent, je suis un renifleur éventuellement. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle de l'intellectuel de favoriser quoi que ce soit. On peut décrire, tout simplement. Alors, tu ne m'as pas écouté, tu vois, je suis un bon prof. Individualisme, valeur travail, voilà, donc, rationalisme, utilitarisme. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le tripode moderne, c'est dans le fond ce grand individualisme, cogito ergo sum, c'est ce par quoi on va se réaliser, c'est la valeur travail. Je rappelle d'ailleurs pour mémoire que c'est Kant qui commence à montrer comment le travail va être ce qui permet de se réaliser. Et c'est à la moitié du XIXe siècle, Marx qui emploie cette expression « valeur-travail ». Il était obsédé par ça. Et c'est le progrès, le progressisme, la foi en l'avenir. Voilà les trois grandes valeurs qui, par après, vont se capillariser dans l'ensemble des institutions. Éducation et toutes les institutions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont marqué les institutions modernes au XIXe siècle. Alors, tiens, il y a un mot que tu devrais prendre dans ton institut, que je n'ai pas employé jusqu'à maintenant, et qui est ma vraie réponse à ta question. C'est un terme que j'emprunte, très simple d'ailleurs, que j'emprunte à un sociologue américain qui s'appelle Sorokin et qui réfléchit sur la culture. Ça marche, la culture. La culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel. On l'intègre sans bien y faire attention. Et puis, à un moment donné, eh bien, il n'y a plus d'évidence de cette culture. Et Sorokin emploie à ce moment-là l'expression saturation. La saturation, c'est quand les diverses molécules qui vont composer un corps donné, explique-t-il, il prend une métaphore, ça ne peut plus rester ensemble. Fatigue, usure, ça a marché, ça ne marche plus, ça a payé, ça ne paye plus. Et ce sont ces mêmes molécules qui vont entrer dans une autre composition, donner un autre corps. Alors pour moi, il y a saturation de ce tripode que j'ai dit. J'ai bien dit, saturation, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui cesse, quelque chose d'autre renaît. Et donc, dans le fond, je dis, c'est plus le travail ou la valeur travail. On ne mobilise plus d'énergie juvénile sur le travail. On peut continuer à se gamberger sur ce mot-là.
il est un mot désuet, un mot qui n'a plus de pertinence scientifique et qui dès lors devient impertinent. Par contre, on voit émerger cette idée de création. J'ai dit tout à l'heure la phrase nietzschéenne, faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner. C'est-à-dire qu'on peut même mobiliser de l'énergie au travers du mot création. La création, c'est quoi? C'est la capacité de mobiliser des paramètres que par efficacité on avait laissés de côté. Onirique, festif, ludique. Tu vois, ces mots savants, c'est amusant de voir que ces mots savants se diffractent, qu'on y fasse ou pas attention. Voilà le premier mot. Saturation du travail ou de la valeur travail. Par contre, émergence du créatif, création, créativité, etc., sous ces diverses modulations. Et là, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est plus simplement l'individu, encore une fois, maître de lui comme de l'univers, enfermé dans la forteresse de son esprit, etc., qui a bien marqué, qui a été le pivot à partir duquel s'est constitué le contrat social. Mais au contraire, j'ai dit, alors moi j'ai proposé cette métaphore de la tribu. Dans quelques semaines, je publie un livre qui va un peu faire choc, qui insiste sur l'idéal communautaire. Ce livre, je l'appelle La France étroite, parce qu'elle ne sait pas justement repérer qu'il y a du nous. Tribu, communauté, groupe, peu importe, enfin les termes qu'on peut employer. Moi, je ne suis pas un fétichiste des mots, mais c'est ce nous qui va prévaloir. Nous, par parenthèse, qui trouve l'aide, là aussi, des réseaux et du développement technologique. Et le troisième élément, c'est que ce n'est plus demain. C'est plus la cité de Dieu. C'est plus la société parfaite. Intéressant de voir comment ces jeunes générations qui n'ont pas appris le latin vont décliner à loisir le carpe diem, cueillir aujourd'hui les roses de la vie, ici et maintenant. Il se trouve, j'ai vu que c'était une des préoccupations de ton institut, qu'il y a eu des grandes cultures qui se sont fondées sur ce présentéisme, c'est-à-dire, encore une fois, le présent, non plus une énergie tendue vers, projet, extensivité, mais une énergie dans, l'intensité. C'est ça que ça veut dire, intensité, intendere, tendue dans. Et que ce soit l'intensité des relations, l'intensité du moment que je vis avec d'autres, on peut le décliner de diverses manières. Voilà le tripode. Saturation du tripode moderne, même si les institutions continuent, bien sûr, à nous seriner ces valeurs. On entend parler de la valeur travail, mais c'est des trucs de perroquet, c'est du spitacisme, c'est-à-dire ça, chante toujours, tu m'intéresses. Voilà. Mais par contre, il y a de la création qui est en train de se faire multiforme, et c'est cet élan vital qu'il faut voir. Voilà, tu as vu, c'est trois. Voilà. J'en avais même noté 5, pour tout te dire. Et je voulais parler avec toi sur l'accent mis sur le présent. Pour ceux qui pratiquent l'art d'imaginer les futurs, ils savent bien que c'est un prétexte, le futur, à introspecter le présent, et qu'on manque aussi de vision, paradoxalement, un manque criant de vision, puisque ce décalage avec les élites, qui peut-être sont venus plus gestionnaires que visionnaires, là où on les attendait peut-être plutôt à la vigie qu'à un gouvernail qui nous conduit droit dans le mur, il y a aussi un manque de vision. Et il y a une appétence pour le futur, ce que nous notons, pour développer l'imaginaire qui nous permet d'aller au-delà de l'existant, si ce n'est pour un meilleur demain, au moins pour un meilleur différent dans lequel je pourrais trouver ma place. Donc il y a une espèce de libre examen là, à travers cette appréhension du futur qui, normalement, s'il est bien fait, doit libérer le présent. Donc je pense qu'on se rejoint. Mais je vois aussi de l'appétence quand même du futur. J'aime bien, tu dis qu'on est plus dans une spirale que dans une flèche. Et ça, moi, c'est une figure qui me va bien, y compris dans l'appréhension du futur, cette spirale. Oui, et quelle est ta question là? C'était une réflexion. C'était un truc comme ça, un peu général. C'était une réflexion. Je t'écoutais. Oui, et bien sûr, je suis un peu embêté parce que comment ça s'appelle ton truc? Futur souhaitable. Oui, donc... Présent jouissif et futur souhaitable. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Ouais. Mais en effet, tu as raison, je suis un peu rat-soc, donc j'essaie de trouver le compromis. Là, parce que tu m'as invité, je vais être gentil avec toi. Mais, et moi, je serais gentil avec les radicaux socialistes. Ce que je veux dire, c'est que le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. C'est pas moi qui dis ça, c'est Léon Bloy. Et donc, dans le fond, c'est que quand on vit le présent en fonction des racines, et je reviendrai là-dessus, parce que pour moi, c'est dans mon dada, cette histoire des racines. C'est ce qui est gros d'avenir. Voilà. C'est-à-dire que tu ne cherches pas un projet
de société parfaite, de ceci ou de cela, mais en vivant avec intensité le présent, il y a là quelque chose qui justement, et je dis bien, est gros d'avenir. Voilà en quel sens on peut s'accorder. Et là, le mot que tu as employé, moi, me paraît très juste, et je le dis souvent quand il m'arrive de parler à des chefs d'entreprise qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus manager avec ce qu'ils ont appris dans le taylorisme de leur école de commerce. Et je dis le mot projet, ça c'est embêtant parce que le mot projet, tout le monde a un projet éducatif, économique, politique. Moi j'ai eu un vieux prof, Julien Freund, je lui demandais de résumer en un mot les 900 pages de son bouquin, L'essence du politique. Il me disait, je l'entends avec son accent Maffezoli, c'est projet, projectum. Je jette en avant un but et par tactique et stratégie, j'ajuste mes moyens à ce but. Voilà. Et donc ce projet est saturé. Par contre, ce qui est alternatif au projet, j'ai bien dit, hein, projet, là-bas. Voilà. Ce qui est alternatif, c'est le mot que tu as employé, qui est l'idée de vision. La vision, c'est ce qui rassemble ce qui est épars, ce qui rassemble les morceaux. Et donc, dans le fond, moi je pense que seront prospectifs actuellement ceux qui savent avoir une vision, dans quelque domaine que ce soit, entrepreneurial, politique, social, peu importe le terme. Hein. Quelque chose qui, encore une fois, montre qu'on a une conception holistique des choses. Hein. Le holos, les interactions, les correspondances, c'est ça la vision. Et quand on a cette vision, sans se préoccuper de l'avenir, eh ben, ce futur vient de lui-même. Voilà un peu ce en quoi on peut s'accorder. Ça va comme Ratzok ? Super. Radical socialisme au XXIe siècle, voilà, à mon avis, un projet d'avenir. Qui crée de la vision aujourd'hui ? Pardon ? Qui crée de la vision aujourd'hui ? Je t'ai dit un peu tout à l'heure, cette figure emblématique, ce que j'appelle l'enfant éternel. Mais quel est le groupe d'acteurs qui crée de la vision actuellement ? C'est plus les élites, on en est à peu près sûr, c'est plus les médias, me semble-t-il. En tout cas, non, les médias, on pourrait en parler. Oui, on va en parler. Profitons-en. On pourrait en dire quelques mots. Tiens, alors disons sur les médias, puis on évacue ça, parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. On purge. Il faut purger, oui, c'est mon grand truc. Mais c'est un problème de santé, tu vois. Hein, il faut savoir métaboliser et déféquer. Au moins, comme ça, on est tranquille. Et puis c'est le signe de bonne santé. Et Hegel avait une très belle expression. Il disait, la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne. Et quelques décennies après, Nietzsche, en réponse, lui disait, par rapport à la même presse, vomitus matutinus, hein, c'est-à-dire le vomi matutinal. Voilà. Donc de fait, c'est devenu un vomi. Je veux dire, moi, j'écoute plus la télé, je regarde plus la radio, je te prie de m'excuser, je lis plus la presse, parce que ça sent trop le dégueulis, en quelque sorte, hein, des trucs qui se répètent un peu partout. Et donc, de ce point de vue, ce n'est plus là qu'il y a véritablement quelque chose qui est censé dire, représenter ce qui est vécu. Alors, en même temps, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait... Je suis gêné par ta question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tel ou tel groupe particulier. C'est vraiment un grouillement culturel actuellement. Ce qui va s'exprimer dans les réseaux sociaux, sur les sites communautaires, où là s'élaborent, dans le fond, des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité, des nouvelles manières de dire le monde, de le penser, toujours en fonction de mon propos, hein, en référence à l'enracinement. Il y a quelque chose qui est traditionnel, curieusement. Et alors, pour reprendre l'image que tu avais donnée tout à l'heure, qui est la mienne, je la revendique, hein, c'est-à-dire non plus la flèche du temps progressiste. Et moi, chaque fois que je peux, avec ironie, je rappelle, c'est frappant de demander, est-ce ici qui n'est pas progressiste, qui n'est pas un homme ou une femme du progrès? Tout le monde se veut être progressiste, sinon on est réactionnaire. Voilà. Moi, je dis, c'est fini, ça, le progressisme. Ce n'est plus non plus le cercle nietzschéen, le retour du même, mais c'est mon image de la spirale. Hein, c'est-à-dire à la fois voir revenir, pas exactement au même niveau, eh bien, une manière d'être qui a déjà existé dans des sociétés premières. On disait primitives à l'époque. En tout cas, ce qui étaient les sociétés traditionnelles. Alors, disons-le tout simplement, ce sont la multiplicité de ces réseaux, de ces micro-groupes, de ces forums de discussion, etc., où est en train de se créer la vraie vie. Je dis terreau, la bonne terre, hein, où il y a là une autre manière d'être ensemble, mais qui se fait de diverses manières, à partir, encore une fois, de cet enracinement, mais qui trouve l'aide.
Moi, le mot savant que je dis, c'est l'adjuvant du développement technologique. C'est-à-dire, l'adjuvant, c'est ce qui appuie, ce qui permet qu'il y ait une croissance qui se fasse à partir, bien évidemment, encore une fois, de choses très traditionnelles. Ma définition de la postmodernité, je l'ai dit, j'en ai qu'une que je sérine. On a une idée dans sa vie, pas 50. C'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Démultiplication des effets, arquer ce qui est premier, ce qui est fondamental, et le développement technologique. C'est les tribus et Internet. Et de fait, il y a des multiplicités de tribus en fonction d'un goût sexuel, musical, religieux, sportif, consommatoire, peu importe. Et que cela trouve l'aide du développement technologique. Donc tu vois, ce n'est pas tel ou tel groupe. J'entends ta question. Ce n'est pas tel ou tel groupe. C'est pour ça cette idée de création. Il y a une créativité multiforme. Et que suivant tel type de goût que j'ai à ce moment-là, là, ce soir, on est là, on papote, ça discute, ça tchatche. Eh bien là, il y a quelque chose qui se crée. Et puis demain, après-demain, on sera ailleurs, on fera autre chose dans d'autres tribus, etc. Tu vois, c'est ça. Donc, ne pensons plus en termes de groupe particulier. Ça, c'est encore une idée un peu léniniste ou stalinienne de l'avant-garde. Celle qui est en train de se casser la gueule actuellement dans les partis politiques et les syndicats. C'est l'avant-gardisme. Il y aurait des groupes qui tireraient. Là, non, là, c'est plutôt diffus. On n'est plus, mon topos, on n'est plus dans la verticalité, mais dans cette horizontalité de la loi des frères. Et pour moi, c'est cette loi des frères qui est en train de prévaloir actuellement. C'est une germination créative et actuellement très bruyante. Et je trouve qu'il y a des convergences de ces groupes en fonction de l'agilité qui les correspond. Il y a quand même une orientation commune qui n'a pas été décidée en amont, mais qui est de facto à l'horizon de la vision. Qu'ils s'esquissent chacun étant artistes de leur destin. Moi, j'aime bien cette idée qu'on est plutôt des œuvriers que des ouvriers actuellement et qu'on choisit notre propre chemin ensemble. Une vidéo, 2 minutes, et je te pose quelques questions après. Ça repose. C'est fait pour. Un jour, je suis venu au monde. Mes parents sont des héros. Ils ont supporté mes pleurs, mes cris, mes douleurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un toit. Et surtout, ils m'ont donné de l'amour. Il faut bien dire que dans cette période incroyable qu'est l'enfance, je ne pouvais pas faire de grandes choses, comme par exemple décider de partir à l'autre bout du monde pour le découvrir. Mais ce n'est pas la réalité qui compte vraiment dans l'enfance, mais ce que l'imagination peut en faire. J'étais en mesure d'être l'inventeur faisant de grandes découvertes, le chef d'un village amérindien, le grand sorcier capable de voler dans le ciel, l'acteur de cinéma qui séduit la plus belle de toutes les femmes. Les adultes me considéraient comme un enfant toujours dans la lune, ayant des difficultés de concentration. Je voulais réussir. Et j'ai grandi. Je suis devenu un adolescent révolté, pris par le tourbillon de la jeunesse. De découverte de la vie en chagrin d'amour, une tempête d'émotions m'a traversé. J'étais absolument persuadé que je pouvais changer le monde, que j'avais un destin extraordinaire devant moi. À mes yeux, les guerres, la fabrication d'armes allaient disparaître à jamais. La haine, l'intolérance et la pauvreté étaient des choses inacceptables. Il me semblait également inconcevable qu'on continue bêtement de détruire notre planète si belle, si vivante. L'entrée dans la vie adulte a brisé certaines de mes illusions, mais mes rêves sont restés intacts. Je ne suis pas le héros qui sauvera le monde de la bêtise humaine, mais je suis le héros de la femme que j'aime. Je suis un héros quand j'arrive à convaincre une seule personne que l'être humain a plus de bon que de mauvais en lui. Je suis un héros quand je fais plaisir à quelqu'un, quand je suscite un sourire. Je suis un héros quand je reconnais mes torts et que j'admets que l'autre a raison en toute sincérité. Je suis un héros lorsque je réussis ce que j'entreprends. Je suis l'acteur principal de ma propre vie. Je veux partager ma joie, mon optimisme, mes rêves. Je crois que chaque être humain est un artiste, et sa plus grande œuvre est sa vie. Michel, toi qui parles des figures emblématiques de demain, c'est quoi l'héroïsme pour toi aujourd'hui ?
J'en sais rien. Quelle question. Ce serait... Bon, je t'ai dit que j'avais mes dadas, hein, donc à mon sens, c'est le groupe. Il n'y a pas un héros individuel. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, tiens, je vais te le dire d'une manière un peu savante et un peu familière, la grande position à partir duquel s'est élaborée justement la modernité, c'est cette idée, j'ai dit, du cogito cartésien. Je pense donc je suis. La formule en son entier, c'est je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Cogito ergo sum in arcem meum. Et donc c'est à partir de là que va se constituer le contrat social. Mais dans le fond, on pensait le contrat social comme des forteresses qui vont négocier tant bien que mal les unes par rapport aux autres, avec des bagarres, des échecs, etc. Bien. Et donc, dans le fond, c'est là-dessus que s'est élaboré le contrat social. Moi, ce qui me paraît être en jeu, saturation de ça, hein, pour reprendre ces mots, fin de ce grand individualisme, à l'encontre de ce qu'il est fréquent de dire. Hein. Il y a une phrase, moi, qui me fait toujours sourire, qui ne veut strictement rien dire, hein, et que l'on entend à tire-larigot dans la bouche des politiques, des journalistes, des universitaires, compte tenu de l'individualisme contemporain. Et il suffit de traîner dans la rue pour se rendre compte que cet individualisme prend l'eau de toutes parts. Alors que ce qui est en jeu actuellement, c'est plus être enfermé dans la forteresse de son esprit. C'est cette expression juvénile qui me paraît importante, « je m'éclate ». Dans ce « je m'éclate », il y a quelque chose qui fait que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me dit ce que je suis. Je suis pensé, en quelque sorte. Donc ma réponse est ça, c'est non pas un héros puissant et solitaire, mais au contraire quelque chose qui fait que je ne me réalise en tant que personne, non pas en tant qu'individu, mais en tant que personne dans cet idéal communautaire, dans quelque chose qui fait que je vais partager avec d'autres. Je dis bien un idéal communautaire. Hein. Je vais essayer d'imposer, en tout cas de proposer cette expression en référence justement à cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, Hannah Arendt, qui montrait comment la modernité s'était élaborée à partir de l'idéal démocratique. Et que toute la modernité, c'est ça, mise en place de cet idéal démocratique, 19e jusqu'à moitié du 20e siècle. Moi, je dis actuellement, c'est plus cet idéal démocratique, c'est l'idéal communautaire. C'est-à-dire, on va se retrouver dans telle tribu, telle communauté, et à partir de là, on fait quelque chose avec d'autres. Donc le héros n'est plus un héros puissant et solitaire, mais au contraire, tel groupe, telle tribu, telle communauté qui va avoir tel type de solidarité, tel souci caritatif, tel désir d'aider de quelque manière que ce soit. Je dis solidarité, générosité. Voilà ma réponse. Hein. Ne cherchons plus des héros individuels, c'est fini ça. Pour le moment, hein, peut-être que si on se donne rendez-vous dans un siècle, ça aura changé. Mais enfin, pour l'immédiat, ce qui est en jeu, c'est plutôt cette idée de collectif, cette idée de wiki, de partager. Hein, c'est intéressant de voir comment, de diverses manières, je voyais encore une pub tout à l'heure, c'est la ville de Paris, il me semble, qui fait un truc comme ça, coworkers. Comme il y a des co-voiturages, co-location. Et une autre pub dans le métro, souvent les publicitaires ont le nez creux. Paris, 144 000 colocations. En dessous, la colocation, c'est plus que le partage d'un toit. Et le co-ceci, co-cela, co-machin, c'est le cum, c'est avec. C'est cette idée de partage. Voilà pourquoi, pour moi, le héros n'est plus individuel, mais il va renvoyer au fait qu'avec d'autres, on va partager, on va vivre des émotions, on va, encore une fois, rentrer dans une ambiance qui nous dépasse. Je m'éclate. Merci. Malgré le vomitus ambiant, une source d'information qui te nourrit et en laquelle tu aurais confiance? Aucune. Autre question. Non, aucune. C'est-à-dire que, à la limite, ou non pas à la limite, des discussions comme celle-ci. Moi, je participe à des quantités de micro-groupes où on m'invite pour aller parler ici, là, et je me régale, comme on dit chez moi, hein, parce que c'est là qu'il y a de l'information. Si ce n'était pas aussi péjoratif, c'est le café du commerce qui m'intéresse. Hein. Dans toutes les villes, dans tous les villages européens, il y avait le café du commerce, il y avait la place du commerce. Mais on a oublié, et c'est ainsi qu'on le méprise assez, ce café du commerce, que
en français, et j'ai vu que dans de nombreuses langues néo-romanes, on trouvait ces expressions. Il n'y avait de commerce des biens que parce qu'il y avait du commerce des idées et du commerce amoureux. Et que dans le fond, ça circulait. Eh bien, c'est ce qui est en jeu actuellement. Tu vois, c'est-à-dire, quand tu me demandes quelle forme d'information, c'est le café du commerce, mais dans le sens étymologique du terme, où ça tchatche, où ça circule, où bien sûr il y a des échanges de biens, mais également des échanges de paroles, des échanges d'affects. Voilà. Alors, c'est plus... On le sait que la profession de journaliste, c'est une profession sinistrée actuellement, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. C'est-à-dire que tout simplement, elles ne sont plus en phase, parce qu'elles restent sur des logiciels, elles répètent la bien-pensance sous ses diverses modulations. Voilà. Mais par contre, je maintiens, il faut être attentif. Bien sûr, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais il faut être attentif aux réseaux sociaux, aux forums de discussion, aux blogs, etc. C'est là, qu'on le veuille ou non, qu'il y a quelque chose qui rejoue ce qu'était la prière de l'homme moderne dans la presse. La prière de l'homme post-moderne, pour moi, elle est sur les réseaux sociaux. Un café du partage, c'est aussi bien qu'un café du commerce. Mais parfait, oui, ça me convient tout à fait. Eh bien, je me régale aussi, Michel. C'était vraiment super. Là, je suis sûr que tu vas répondre. Le dernier livre qui t'a inspiré? Oh là là. Tu m'as posé la question, je ne voulais pas te répondre. Non, parce que... Tu peux en mettre quelques-uns. Hein. En mettre quelques-uns. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que vous prendrez si vous alliez sur une île déserte? Juste une question inspiration. idiote. Non, ouais. Juste une inspiration, c'était pas ma question. J'en étais sûr. Non, mais écoute, moi je lis actuellement, je ne devrais pas le dire, je lis Joseph de Maistre, je lis Lamennais, je lis Léon Bloy, des vieux trucs, quoi, enfin, des vieilles, mais c'est un problème d'âge aussi. Hein. Mais ça me purifie. Ouais. Il y a un style qui, en quelque sorte, me lave des sottises ambiantes. Et quand je vois ce style du 19e, je dois avouer que je jouis, Joseph en de quelque Maistre, sorte. ben voilà. Pour jouer ce soir, Joseph de Maistre, sachez-le. Un enjeu clé pour toi pour demain. S'il ne devait y avoir qu'un seul enjeu, le maître en jeu, ce serait lequel pour toi? Non, le mettre en jeu, je l'ai dit allusivement depuis tout à l'heure, et je le redirai tout le temps, c'est qu'on avait dans notre progressisme bené oublié les racines. Et pour moi, c'était ma thèse d'État il y a fort longtemps, c'est l'enracinement dynamique. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas oublier ce qui est de l'ordre de la tradition, d'art, ce qui a été donné, non pas exactement au même niveau, mais on les revit. C'est pour ça que je dis la spirale. C'est ça ce qui est en jeu dans Internet et les tribus, les sites communautaires, etc. C'est ça pour moi l'idéal communautaire. Donc c'est le mot racine qui me conviendrait bien. Encore une fois, parce que, tiens, si je le dis en termes un peu plus savants, j'ai écrit un de mes livres. Tu as dit que j'avais écrit beaucoup trop de livres. Enfin, tu n'as pas dit trop, c'est moi qui le rajoute. Beaucoup de livres. Il y en a un qui s'appelle Le rythme de la vie, qui est un très beau livre, hein, comme tout ce que j'écris d'ailleurs. Et donc, dans ce rythme de la vie, je rappelle l'étymologie. Réo, rein, c'est l'écoulement à partir d'une source, à partir d'un point fixe. Moi, j'aime la valse, par exemple, et on ne valse bien que si on a un pied fiché en terre très fortement. Et que là, il peut y avoir un rythme très fort. Et c'est ça, le mot rythme vient étymologiquement de ce mot grec qui signifie qu'il y a toujours quelque chose qui est à l'origine, à la source, etc. Donc voilà, le rythme. Se souvenir de ce rythme. Et donc, du coup, ce n'est plus simplement le progressisme, le progrès, mais la progressivité. La progressivité, la philosophie progressive, qui est la mienne, c'est une philosophie, encore une fois, qui à la fois tient compte des racines et qui montre, c'est un peu Bécassou ce que je dis, qu'il ne peut y avoir de végétation que parce qu'il y a ces racines. Eh bien, il ne peut y avoir d'être ensemble que parce que justement, il y a ces racines, on l'avait oublié, on avait voulu dominer le monde, on a dévasté le monde. Il y a de la dévastation et des saccages écologiques en sont l'expression. Et donc, s'il y avait quelque chose dont il faudrait se rappeler, c'est bien cela. C'est bien cette idée de racine. Tu parles de souvenirs. Nouvelle question. Ton meilleur souvenir de 2040? Alors, quand on a pris conscience de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la domination du monde aboutissait à la dévastation du monde. Et dès lors, moi, le mot que j'essaie aussi non pas d'imposer, mais de proposer au débat,
c'est l'écosophie. Et 2040, là, on s'est rendu compte que, un peu comme un animal qui sait intuitivement que sur un territoire, il ne peut pas être trop prédateur, sinon c'est lui qui meurt, eh bien, on a compris qu'on ne pouvait pas être un prédateur de cette nature, mais qu'il fallait avoir un autre rapport à la nature. Écosophie. Oikos, c'est la maison, la sagesse de la maison commune. Une dernière question. Un truc à expérimenter ici et maintenant, que tu pourrais écrire sur cette ardoise, Ouais. même si je présume, je sens Tu le que sens, c'était le oui. fil rouge. Un substantif, se purger. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, se purger, ça se tente. Au pire, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à cette 6e édition. Un très grand merci à toi, Michel. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour une prochaine émission. Une nouvelle occasion qui nous sera donnée de réfléchir à l'ère du temps et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Merci encore. Et on reprend pour une seconde partie avec vous et avec Michel. Merci. Ouais. Alors, le moment que moi je préfère, c'est le moment avec vous. Vous avez libre parole. Michel est là. Je serai l'intermédiateur s'il y a besoin. Et vous avez un micro qui circule, me semble-t-il, où je m'avance. Prospectif. Ça va arriver. Bon, faites gaffe, il ne répond pas vraiment à vos questions. Je vous le dis à l'expérience, mais la réponse est vraiment sympa. À l'autre question que vous n'avez pas posée, en fait. Qui veut ? Allez. Bonsoir et merci pour cette super heure. J'avais noté sur les 3 grandes valeurs, vous parlez d'individualisme, de la valeur du travail et du progressisme. Est-ce que l'entrepreneur est l'homme de demain ? Oui, ce mot me convient tout à fait, entreprendre. C'est intéressant, il y a quelques jours, j'entendais une de ces émissions, Vomitus Matutinus, BFM, Tu cherches aussi, là. où le journaliste sortait les bêtises habituelles sur la crise. Bon, ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce que chacun d'entre nous dit dans les dîners en ville. Et puis, il disait, bon, compte tenu de la crise, machin chose, et puis, virgule, et il y a 140 000 créations d'entreprises en France. Et voilà ce qui me paraît intéressant. Alors bien sûr, on sait ce que sont ces entreprises. Auto-entrepreneurs ou autres, demain, elles vont cesser tout ce qu'on veut. Mais moi, je pense qu'il y a dans cette idée d'entreprendre une idée forte. C'est ça la créativité. Hein, c'est-à-dire ne plus simplement être des fonctionnaires, mais avoir cette action, à mon sens, pas individuelle, la plupart du temps collective. J'ai participé il y a quelques jours à un débat avec un jeune type d'une trentaine d'années, agrégé de chimie. J'ai oublié son nom. Peu importe, agrégé de chimie, école normale supérieure, thèse de chimie, machin chose, etc. Et qui ne rentre pas au CNRS. Et qui vient de créer, je me souviens par contre de ce qu'il a fait, tu devrais l'inviter, il est intéressant, la Paillasse, c'est-à-dire un laboratoire, d'abord en banlieue parisienne, maintenant ayant pignon sur rue ici, ayant un réseau international, où dans le fond, il entreprend avec une interaction, pas simplement la recherche comme étant enfermée dans un laboratoire, mais en relation avec l'entreprise, avec la vie sociale, etc. Voilà. Et c'est vrai que ce mot d'entreprendre est un beau mot. Pour moi, je dis création, mais maintenant je vais dire entreprendre. Tiens. Ça sent Thomas Landrin, un petit peu son histoire. Fondateur de la Paillasse. Qui c'est, quoi ? Thomas Landrin. Comment ? Thomas Landrin. Oui. Bonsoir. Vous avez parlé un petit peu des figures de la modernité, figures en saturation, le savant, le politique. Vous avez un tout petit peu parlé de la question de l'espace, en parlant notamment de Corbusier, avec la fonctionnalisation de la ville. Et vous avez parlé d'Heidegger, pour qui habiter n'est pas une fonction de la ville, mais justement la fonction de tout. Habiter le trajet, habiter le travail, habiter la vie, habiter la récréation.
Et je me demandais, pour aller dans cette question de quels sont les espaces qui se seraient saturés dans la modernité, et quels seraient les nouveaux espaces dans lesquels la vie se jouerait aujourd'hui, est-ce que l'arrière-salon ou le salon dans lequel le pouvoir politique s'exprimait serait remplacé par, disons, je le dis à titre d'hypothèse, la place publique ou la question de la rue? Bonne question, cher ami. Je le connais, ce monsieur, c'est pour ça que c'est une bonne question. Alors, je vais vous répondre d'abord d'une manière un peu compliquée. Je pense là encore, une de mes obsessions a été, sur la longue durée, de rendre attentif au fait que c'était plus simplement le temps qui était important, mais l'espace. Et j'avais, au début de ma carrière, parlé de espace et socialité, ou en d'autres termes, de manière plus simple, le lieu fait lien. Et donc, dans le fond, le fait que, oui, on est ce qu'on est, et que la tribu, c'est ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est enraciné, là encore, hein, ma vieille idée. Et de fait, l'idée du temps, c'est toujours quelque chose qui est tourné vers le futur, c'est quelque chose qui, dans le fond, fait qu'il y a une temporalité qui est à venir. Alors que l'espace nous rappelle qu'on est une espèce animale. Et que donc cette espèce animale a besoin d'être à un lieu donné pour être ce qu'elle est. Alors bien sûr, cet espace, il peut être de divers ordres. Il peut être stricto sensu un espace, par exemple quand on est ici, et il y a une multiplicité d'exemples en ce sens, hein, où le lieu fasse lien, et il peut y avoir des espaces symboliques. Un site communautaire, un réseau de discussions sur Internet ou sous diverses modulations, Facebook. Vous y êtes aussi, hein? Vous n'êtes pas mon ami, ça? Eh bien, là aussi, c'est un espace symbolique, voyez. Donc, du coup, il faut prendre le mot espace dans son sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire ce qui nous spatialise. Mais il peut y avoir une spatialisation qui est purement symbolique. Voilà. Mais de fait, ça mérite réflexion, de voir en quelque sorte comment de plus en plus l'accent va être mis sur ce lieu qui fasse lien. Et alors, moi, je dis l'expression comme ça. Après, il faut voir comment cela se décline. Ah, ça va se formaliser de diverses manières. Mais c'est une spatialisation du temps. Spatialisation du temps. Mon maître disait, Gilbert Durand, qui est un des fondateurs de la réflexion sur l'imaginaire, il disait une einsteinisation. Cette idée d'einsteinisation, c'est-à-dire quand le temps se contracte en espace. Et de fait, on était tout le temps obnubilé par le temps et l'espace, on en avait peur. Moi, j'ai eu comme collègue un de mes grands et vieux amis qui était psychiatre et sociologue. Je ne le nommerai pas parce que je vais dire une méchanceté de lui, donc, et qui, dans le fond, montrait que la spatialisation, c'était une forme de schizophrénie. Ce n'était pas la bonne conscience de l'histoire, de la lutte de classe, etc. Et il faisait une critique d'ailleurs à l'époque de l'écologie en disant c'est de la schizophrénie. Ce qui est important, c'est le temps, c'est le futur, c'est ce qui est à venir. Alors que la spatialisation, dans la grande idée marxienne, l'esprit de la vie le rend libre. C'est-à-dire fondamentalement ce qui ne nous enracine pas. Et moi je pense qu'il y a une inversion qui est en train de se faire, et c'est l'espace. Voilà. Donc c'est la spatialisation qui va constituer l'être ensemble. Ça va être le quartier, ça va être la rue, ça va être la ville sous ses diverses modulations. La rue, bien sûr. Et donc, de ce point de vue, je vous renvoie d'ailleurs dans quelques mois à un très beau numéro d'une revue que je dirige, très fictivement, puisque je ne m'en occupe pas, qui est les Cahiers européens de l'imaginaire, et dont le thème va être la rue, hein, justement, où on met l'accent sur la rue. C'est une petite publicité. Profitez-en. Sachez donc que Michel Maffezoli est sur Facebook aussi. Hein. Merci, c'était très intéressant. Vous nous parlez d'un retour vers le nous. Hein, enfin, je dis bien un retour parce qu'il me semble qu'on en vient. Hein, on est passé par le jeu. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu optimiste en parlant de ces... parce que derrière le nous, vous voyez beaucoup de positifs, la créativité, tout ce qui est la solidarité, enfin toutes les choses qu'on appelle de nos voeux. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-courant de gens qui s'accrochent justement au jeu et qui risquent justement de laisser notre société à genoux? Oui, non, mais soyons clairs. C'est vrai que j'ai tendance à caricaturer, à exagérer. Hein, pourquoi ?
on voit la plupart du temps, moi je vois dans mes collègues, dans les débats que j'ai, dans divers débats, etc., le verre à moitié vide. Moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, je reconnais. Je reconnais. Et en même temps, chaque fois que je peux, je l'ai dit ici qu'une fois, mais je dis c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc on a du pire, le pire on l'analyse fréquemment. Il me paraît pas inintéressant de voir le meilleur aussi. Voilà. Mais je reconnais comme vous que ça peut paraître optimiste et salé. Mais en même temps, la barre est tellement tordue dans un sens, de mundus est mundus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette incapacité, dans le fond, de voir qu'il y avait de la vie, qu'il y a de la vitalité, qu'il y a du vitalisme, etc., qu'il me paraît pas inintéressant de la tordre dans l'autre sens. Voilà. Bonsoir. Dans un mois à peu près, il y aura un peu plus d'un mois, il y aura un événement à Paris qui s'appelle la COP 21. Un événement où l'enjeu, ça sera de rentrer dans un monde post-carbone. Vous avez un tout petit peu parlé d'écosophie. Je crois que vous n'aimez pas trop le mot écologie. Est-ce que vous pensez que c'est un enjeu important dans le postmodernisme que ce monde post-carbone ? Bien sûr, moi je ne suis pas capable et compétent pour en parler. Mais vous avez raison, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que je suis un peu réticent vis-à-vis de l'écologie, en tout cas telle que la forme qu'elle a pris en France, parce qu'elle a pris une force pas trop politique. Voilà pourquoi. Et c'est en ce sens que, vous avez compris, il me paraît nécessaire de trouver des mots qui soient pertinents et que le mot écosophie serait une des manières un peu de purger l'écologie de sa dimension politique, si je puis dire ainsi. Voilà, c'est en ce sens que je propose, en revenant aux étymologies, cette sagesse à la maison. Mais ce qui est en jeu, d'ailleurs, que ce soit écosophie ou écosophie, peu importe, moi je n'ai pas de fétichisme de mots, je sais ce que j'ai à dire, après on se dépatouille avec ça. C'est qu'il y a, et c'est ça qui est plus important, et ça c'est un accord tout à fait avec ce que vous êtes en train de dire, il y a, je dirais, une sensibilité écologique. Et je suis frappé là encore de voir comment, quand je dis une sensibilité instinctuelle presque, moi, ça me frappe quand je vois des enfants, c'est pas mon genre, moi, l'électricité, l'eau, tout ça, ça coulait, ça s'était allumé, de voir comment il y a des réflexes qui fait qu'on va éteindre, on va arrêter, vous voyez, des trucs comme ça. C'est ça, cette sensibilité qui me paraît être en jeu, et que du coup, il me paraît sot de vouloir l'encoder politiquement. Par contre, elle est en train de se développer, c'est ce qui va constituer l'esprit du temps postmoderne. L'esprit du temps postmoderne, voyez-vous, là, il y a une vraie métamorphose, qui n'est plus, dans le fond, ce qui était le cœur battant de la modernité. J'ai rien en plus contre Descartes, parce que je trouve que c'est un type formidable et que son œuvre est passionnante, à plus d'un titre. Mais l'interprétation qu'on en a faite, le cartésianisme, si vous voulez, c'est cette idée qu'on retrouve dans le discours de la méthode, l'homme maître et possesseur de la nature. Et que c'est à partir de là, et en écho, moi je me souviens que ce qu'on nous faisait réciter au lycée, le Cinna de Corneille, je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être et le serai encore. Descartes, Corneille. C'est ça qui s'est diffracté dans cette idée de maîtrise du monde. Et j'ai dit, aboutissant à une sorte de dévastation du monde. C'est-à-dire, c'était quoi ça? Un sujet agissant sur un objet. Le sujet est actif, l'objet est inerte. C'est ce que ça veut dire, objectum, ce qui est là posé là, sur lequel je peux agir à loisir, le maîtriser, le dominer, etc. Là, il y a autre chose qui est en jeu. J'ai cité tout à l'heure Gilbert Durand, qui est pour moi mon maître et ce penseur de l'imaginaire, très peu connu en France et c'est dommage, qui avait lancé des belles hypothèses justement sur l'importance de l'imaginaire dans la vie sociale, comment on est travaillé par nos mythes, comment en quelque sorte on ne peut plus se contenter d'une réalité rachitique, c'est-à-dire économique, politique, mais il faut penser à un réel beaucoup plus vaste. Bien. Et dans cette perspective, Durand parlait du trajet anthropologique, le trajectif, c'est-à-dire un va-et-vient, non pas un sujet agissant sur l'objet, mais trajet. Et voilà, c'est ça mon idée. Je reprends ça, je trouve ça très beau, cette idée du trajet. Et c'est ça la sensibilité, c'est-à-dire qu'on a un autre type de rapport à cette nature qui n'est plus simplement inerte, dont j'en suis. Le poème fabuleux
auquel on ne prête pas attention, ce poème de Baudelaire, Correspondance. Dans le grand temple de la nature, le son, les odeurs, les couleurs se répondent. Eh bien, je dirais que c'est cette correspondance, moi, qui me paraît être en jeu actuellement. Voilà, c'est ça le trajet. Non plus, encore une fois, cette paranoïa dominant le monde, mais au contraire, un autre rapport, beaucoup plus métanoïaque, hein, si je peux le dire ainsi. Un truc d'accompagnement et pas de domination. N'hésitez pas, c'est pas parce qu'on a placé métanoïa dans la discussion que forcément ça doit être impressionnant. Vous avez parlé de la hiérarchie et de la transversalité, un peu pour aussi le je et le nous qui s'opposent. On a l'impression que le passage de la hiérarchie à la transversalité est quand même difficile à faire. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à l'œuvre, les plateformes, la collaborative, tout ça, on y va, mais la résistance est dure dans les organisations, la religion, les politiques. On reste quand même très hiérarchisé, malgré cette poussée comme ça qui vient. Vous pensez qu'on va pouvoir aller loin quand même dans le transversal, au niveau des organisations notamment? Je ne sais pas si l'Europe est transversale, par exemple, si on peut dire que la construction européenne s'est bâtie en transverse. Est-ce qu'on va pouvoir aller quand même loin dans ce schéma, dans ce nouveau schéma du transversal? Il y a des moments où il y a des grandes tendances qui sont irrépressibles et irréfragables. Irrépressibles, on ne peut pas les arrêter. Irréfragables, on ne peut pas les fracturer. Moi, je pense qu'actuellement, il y a ça. Mais en même temps, et c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on est dans ce moment de choc de plaques tectoniques. Encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il y a une différence entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Je vais le dire encore en latin, où il y a une sécessio plebis. Moi, j'ai appris cela quand j'étais jeune, où le peuple se retire sur l'Aventin et fait sécession par rapport au Sénat. Bon, nous sommes dans un de ces moments où il y a un désaccord. Déphasage, etc. Mais en même temps, l'institué reste ce qu'il est, soyons clairs. L'éducation, moi je sors merci, j'en suis plus de l'éducation, mais enfin, jusqu'à peu, j'étais encore professeur et je voyais comment c'était pourri totalement, l'éducation sous ses diverses formes. Quand la pédagogie aboutit en pédophilie, c'est pas inintéressant d'observer ça, c'est un signe, vous voyez, c'est-à-dire que ça devient pervers à un moment donné. Bon, c'est pour dire que l'institution est sclérosée. Mais en même temps, c'est le colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que quand quelque chose est pourri, jusqu'au dernier moment, on ne le voit pas. Et puis, il y a une vérité. Mon vieil ami, le regretté Baudrillard, parlait de cette idée d'implosion. Mais l'implosion, jusqu'au dernier moment, on ne le voit pas. Vous voyez, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. Les astrophysiciens nous disent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Et donc, dans le fond, c'est ce qui est en jeu actuellement. Les institutions, le foyer, qui étaient les belles idées des lumières, soyons clairs, ben, c'est fini, ces lumières deviennent clignotantes. Mais il n'en reste pas moins qu'institutionnellement, elles sont là. Vous voyez un peu le propos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais vous donner une anecdote. En 1900, j'étais en train de me tromper sur la date, 89. Je faisais une conférence à Berlin-Est, novembre 89. Et j'étais invité dans un dîner intime par l'ambassadeur français, et on était 4 à table. L'ambassadeur, moi-même, le secrétaire du Parti communiste est-allemand et son directeur de cabinet. C'était passionnant, vous voyez, des gens cultivés, philosophes, parlant un français remarquable et tout à l'avenant. Enfin, c'était agréable. Et incidemment, je leur ai demandé si, comme ça un peu méchamment, gentiment, enfin à ma manière, si demain ils auraient encore leur voiture de fonction qui les attendrait, etc. Moi j'allais à pied, donc pas loin. Et ils m'ont dit, mais oui, bien sûr, on aura encore notre voiture de fonction. Et c'est 2 jours après qu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. C'est-à-dire l'incapacité, dans le fond, de ces instances... Je dis bien, des gens intelligents, tout ça, il n'y a pas à leur jeter la pierre, mais c'est un effet de structure, dirait Lévi-Strauss.
ils n'arrivent pas à comprendre en quelque sorte comment il y a une pourriture dans une institution. Voilà ma réponse. Il y a un processus qui est inéluctable. En même temps, ben voilà, ça tient. Hein, ce que sont ces institutions, elles le sont ce qu'elles sont. Mais il n'y a pas lieu de s'affoler. Moi, à mon avis, monsieur dirait que je suis optimiste, mais non, c'est pas optimiste, c'est réaliste. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde, encore une fois, j'ai dit, sur 2000 ans de temps, on voit des quantités de moments comme ça, où jusqu'au dernier moment, rien ne se passait. Et puis tout d'un coup, paf, implosion. Et l'implosion, quand elle arrive rapidement. Et elle est totale. Voilà. Moi, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Le développement des indignados sous ses diverses modulations, des rébellions multiples et diverses, si vous voulez. Tout cela... c'est plus à partir d'une programmation politique. C'est quelque chose qui est instinctuel. Basta, basta. Voilà, moi je crois qu'on est dans ce moment-là. Autre question, pendant que j'invite la petite fille à venir là. Parce qu'à mon avis, là, ouais, j'imagine. Si tu veux te voir toi-même, ce qui peut être aussi un signe des temps, je t'en prie. En plus, elle pourra te proposer un petit pain ou quelque chose. Viens ici, mets-toi là. Tu vas poser une question à Michel. Allez, tu vas voir, il est facile. Hein. Mais je te réponds que si tu me donnes à manger de ton gâteau. Il faut que tu lui parles de métanoïa parce que sinon on ne comprend pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il est gentil? Il a l'air gentil. Est-ce qu'il est super? J'ai des petits-enfants, moi aussi. J'ai des petits-enfants. Donc, qu'est-ce que tu penses du hacking des générations présentes par rapport aux générations à venir? Moi, je t'ai dit depuis tout à l'heure qu'il me paraît qu'il y a une vraie vitalité. Oui. Voilà. Et que cette philosophie de la vie, en gros, tout ce que j'ai dit, c'est une philosophie de la vie. C'est quelque chose qui n'est pas apprécié en France. On n'a eu qu'un philosophe qui a insisté là-dessus, c'est Bergson. Et en plus, il était dans une situation marginale institutionnellement. La tradition nietzschéenne dont je m'inspire, celle de Nietzsche, celle de Simmel, celle de Bergson, met l'accent sur l'élan vital. Voilà, donc... L'élan vital. Alors Bergson, tu l'auras au bac dans pas longtemps. Tu auras un commentaire composé de Bergson, comme tout le monde. Hein, et tu essaieras de faire ce que tu peux. Une autre question. Ce qui me permet de me balader, moi. Moi, j'en ai une question. On s'était vu au forum Changer d'air. Ouais. Et on avait comme projet de discuter sur une belle question qui était comment déverrouiller la France. Je sais que tu es un renifleur, je sais que tu es un contemplateur finalement de l'existant, mais je sais aussi que tu bouillonnes de l'intérieur. Et donc, à cette idée, comment déverrouiller la France, si on prenait 5 minutes pour en parler, alors qu'on n'a pas eu le temps à la Cité de la Villette, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Non, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Tout ce que j'ai dit sont des pistes que j'ai indiquées. Comment déverrouiller ? Non, le va, c'est ce que j'ai expliqué à monsieur. Ça va se déverrouiller des souilles, de soi-même. Hein, j'ai dit métanoïa, maintenant je parle latin, hein, donc on peut parler un peu latin encore dans notre pays. De soi-même, à certains moments. Je maintiens, c'est plus... Tu vois, tu me parlais tout à l'heure du héros. Je t'ai répondu en disant... Précisément. De l'héroïsme. De l'héroïsme, voilà. Ouais. Alors l'héroïsme, pour moi, il est collectif. C'est-à-dire que ça va... De fait, ça va se déverrouiller dès le moment où on ne se reconnaît plus dans quelque chose. Soyons clairs. Il n'y avait de représentation politique que parce qu'il y avait une représentation philosophique. Encore Hannah Arendt, tiens, qui dit ça. Hein, parce qu'il y a une représentation philosophique. Actuellement, c'est quand même frappant de voir qu'il n'y a plus de représentation philosophique et du coup, 50-45% d'abstention, les non-inscrits sur les listes électorales, ça fait que 60% de la population est out, ailleurs. Donc, au bout d'un moment, il y aura d'autres manières de s'exprimer. Je dis bien quelque chose qui va être autour, pas simplement dans la monumentalité du pouvoir. Donc, non, ne cherche pas à déverrouiller quoi que ce soit. Ils vont se démerder, les gens. Ouais. Lévi-Strauss avait une très belle expression. Il montrait que dans les moments fondateurs, il y avait du bricolage. Et c'est ce bricolage, moi, qui me paraît être en jeu actuellement. Hein. L'idée du bricolage, c'est-à-dire, justement, on va s'ajuster, se dépatouiller, ou dire les mots plus grossiers, comme je viens de le dire. Tu vois, mais de fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bricolage dans tous les domaines.
Voilà, on va bricoler des petites idéologies portatives, non plus simplement les grandes idéologies qui nous servaient de garde-fous. On va bricoler du partage multiplicitaire, de l'entreprendre. On va bricoler, tu vois, des kilos de petits trucs. Mais cette expression de Lévi-Strauss, moi, me paraît géniale. Et il le dit en montrant comment c'est quelque chose, que cela se manifeste quand il y a une dimension fondatrice. La culture. Oui, il y a une cyberculture en gestation. Oui, il y a quelque chose qui fait qu'au-delà ou en deçà des institutions, il y a quelque chose qui est en jeu. Et soyons même clairs, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Je te prie de m'excuser. Construisons les désaccords avec le plus grand plaisir. Dans le sens où, fondamentalement, ça va se faire de fait. Et il n'y aura pas nécessité d'avoir, encore une fois, j'ai dit, des avant-gardes, des machins, des choses, etc. Il y a une diffraction du génie collectif. C'est-à-dire, dans le fond, une création qui se fait, et ce n'est pas simplement de l'optimisme, ça c'est du réalisme, je dis bien, d'observer un peu la multiplicité de ces petites pratiques alternatives. Toi, moi j'avais proposé il y a quelques années cette idée-là, non plus la recherche d'une utopie lointaine, mais des utopies interstitielles. Des petites c'est dans ces interstices. C'est plus la libération de ceci, de ceci, de ceci, de cela, mais au contraire des petites créations interstitielles. Et c'est là, véritablement, qu'est en train de se faire la vie, maintenant, ici et maintenant. S'il n'y a plus de questions, on va finir avec la bidouille en étendard et cette devise qui est d'une tradition d'avenir, à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. Délicieux.